Haute-Normandie, région du quart nord-ouest de la France, est riche de ses nombreux et différents écosystèmes. Les falaises, les forêts et les zones humides sont autant de sites d'accueil pour la faune et la flore dans toute leur diversité. L'estuaire de la Seine, l'un des plus vastes de l'Hexagone, est également une zone d'importance internationale pour plusieurs espèces animales et végétales. Mais l'emprise industrielle, toujours croissante, restreint considérablement leur espace vital, déjà fragile, si bien que certaines d'entre elles subissent actuellement une importante régression. Venant de Mauritanie ou du delta du Sénégal, les spatules blanches, après un long voyage de plusieurs milliers de kilomètres, sont de retour dès la fin de l'hiver dans la baie. Elles n'y resteront que quelques jours, afin de reprendre des forces, puis rejoindront leur site de reproduction aux Pays-Bas, où leur population s'est d'ailleurs notablement développée, comptant désormais plusieurs centaines de couples. Les spatules blanches se nourrissent souvent en groupes plus ou moins importants et recherchent principalement des poissons, des insectes aquatiques, parfois même des batraciens de petite taille. Lors de ces activités de nourrissage, elles scrutent de façon régulière les alentours afin d'anticiper tout danger. Elles sont en effet d'une grande prudence et ont une vue excellente. Nichant de façon sporadique en Europe, la spatule blanche s'est installée récemment en France et laisse espérer, grâce à son expansion nordique, un accroissement important de ses effectifs dans plusieurs zones humides de notre pays. Les zones sableuses du littoral sont propices à bon nombre d'espèces d'oiseaux nicheurs. Le petit gravelot et le gravelot à collier interrompu y trouvent des secteurs dégagés, leur permettant de couver discrètement leurs œufs posés à même le gravier ou le sable.
Les falaises artificielles des zones d'exploitation, constituées de dépôts sédimentaires, sont surtout adoptées par les hirondelles de rivage. Les colonies sont généralement denses, comprenant parfois plus d'une centaine de couples. L'activité est alors intense à proximité des nids. Outre les chamailleries, les adultes doivent effectuer des va-et-vient incessants afin de ravitailler en insectes leur progéniture, qui peut compter jusqu'à 6 poussins. Après environ 3 semaines, les jeunes s'élancent hors du nid pour prendre leur envol. Toutefois, il arrive que les moins téméraires soient expulsés sans ménagement par les parents. Et pendant que la plupart s'affairent au nourrissage, certains couples commencent tout juste à creuser leur terrier, sans visiblement se préoccuper des voisins du dessous. La Vossette élégante recherche particulièrement ces vastes espaces dégagés, offrant de nombreux points d'eau ainsi que des îlots. C'est vers le mois d'avril que l'accouplement a lieu, au cours d'un rituel assez remarquable du mâle. Après s'être longuement et minutieusement toiletté, celui-ci fauche alors l'eau rapidement de son bec, puis féconde la femelle. Il l'accompagne ensuite de son aile, puis ils partent tous deux, bec entrecroisé. Les avossettes sont des oiseaux sociables et nichent en colonies plus ou moins importantes. Les nids pouvant être très près les uns des autres, une telle proximité n'est pas d'ailleurs sans provoquer quelquefois des tensions au sein du groupe. La ponte, composée le plus souvent de 4 œufs, est couvée alternativement par les 2 oiseaux dans un nid assez sommaire, tout juste garni de quelques brindilles et débris divers.
Quelques échasses blanches cohabitent parfois avec les avocettes et les mouettes rieuses, profitant ainsi de la relative sécurité qu'offrent ces colonies. Les roselières constituent un maillon indispensable pour la préservation de la biodiversité, au sein de laquelle certains animaux sont grandement menacés. Très mimétique, le buteur étoilé est un oiseau discret et localisé, que l'on observe rarement. Lors de la fauche annuelle des roseaux pour l'exploitation, il devient plus visible et se repère plus facilement sur ces secteurs de pêche. À l'époque de la reproduction, les mâles émettent un chant sourd étrange et caractéristique, pouvant être perçu à des centaines de mètres de distance. Ces concerts territoriaux sont en outre destinés à attirer une, voire plusieurs femelles, les mâles étant volontiers polygames. De violents combats éclatent parfois lors de la conquête d'un territoire et peuvent même aboutir à la mort de l'un des oiseaux. Mais cela reste toutefois exceptionnel. La mésange, ou panure à moustache, toujours furtive, est une espèce inféodée aux grandes phragmidae, où elle cache admirablement bien son nid sous quelques roseaux couchés. La femelle et le mâle, aisément reconnaissables à ses moustaches noires, nourrissent à un rythme soutenu les oisillons, qui quittent le nid après environ une dizaine de jours. Cette espèce est assez sensible aux grands froids hivernaux, et durant cette période, son régime alimentaire est constitué exclusivement de graines de phragmites, alors qu'en été, les insectes forment l'essentiel de son alimentation. Parmi les espèces en nette expansion dans ces zones humides, la gorge bleue à miroir se distingue. Encore rare, il n'y a pas si longtemps, elle trouve ici un biotope favorable, tout comme la rousserolle verderolle, préférant quant à elle les friches à végétation dense. Le mâle gorge bleue, nettement plus coloré que la femelle, participe à l'élevage de la nichée et monte généralement la garde près du nid, alarmant au moindre signe de danger.
Le nid du butor étoilé, d'abord ébauché par le mâle, est une simple plateforme située généralement au cœur de la roselière, juste au-dessus de l'eau, et il sera par la suite achevé par la femelle, qui pondra entre 3 et 5 œufs. La rousserolle effarvate, assez commune, accroche quant à elle son petit nid de brindilles à quelques tiges de roseau. Malheureusement pour celle-ci, l'un des œufs qu'elle couve, nettement plus gros, est la signature d'un oiseau parasite bien connu, spécialiste de l'adoption spontanée, le coucou gris. Le jeune coucou éclot souvent le premier, sa période d'incubation étant plus courte que celle de l'espèce hôte. Mais dans le cas contraire, l'oisillon, bien plus gros dès la naissance, n'aura aucun mal à évincer ses demi-frères, étant en effet programmé pour rester le seul. Et sa technique est parfaitement au point. S'arc-boutant et prenant appui sur ses pattes, il cède de ses ailes afin de coincer l'œuf ou l'oisillon sur son dos, puis, au prix d'efforts spectaculaires, les jette l'un après l'autre par-dessus bord. Ce comportement semble apparemment correspondre à une intolérance tactile, si bien qu'il n'aura de cesse d'évacuer tout corps se tenant à son contact immédiat dans le nid. Recevant dorénavant toute la nourriture, il grossit rapidement et occupe bientôt l'intégralité du nid, réclamant toujours plus jusqu'à totale saturation. Ces nids ne supportent d'ailleurs pas tous un tel poids, si bien qu'il arrive que certains oisillons se retrouvent vite au pied des roseaux, et cela même avant de savoir voler. Bien que les jeunes coucous ne soient pas rejetés par leurs parents adoptifs, ces derniers n'hésitent pas à agresser et à houspiller les adultes, surtout lorsqu'ils s'approchent un peu trop près des nids. Une dizaine de nids en moyenne sont ainsi parasités chaque saison par le même coucou, chaque oiseau pondant uniquement dans le nid de l'espèce insectivore qui l'a élevé. Les rousserolles enlèvent avec hâte les fientes ou sacs fécaux, afin que ceux-ci n'attirent pas d'éventuels prédateurs. C'est un travail relativement laborieux, surtout quand l'intéressé semble de mauvaise volonté. Au bout d'une vingtaine de jours, le jeune coucou quitte le nid et commence à volter maladroitement de branche en branche. Il signale alors sa présence par des cris perçants ainsi que des battements d'ailes rapides,
afin que ses parents puissent le localiser et le nourrir encore pendant quelques semaines. Après quoi, en bon migrateur, il prendra la direction du continent africain. Le martin pêcheur installe son nid dans un terrier qu'il creuse près de l'eau dans une berge abrupte, pourvu que celle-ci ne soit pas trop envahie par la végétation. C'est un habile pêcheur capturant divers animaux aquatiques, des poissons, des têtards, mais il ne dédaigne pas à l'occasion quelques insectes, comme cette larve d'odonate que la femelle attendrit vigoureusement. De son poste d'observation, il guette sa proie de longues minutes avant de fondre brusquement sur elle. Mais toutes ces tentatives ne sont pas, hélas, couronnées de succès. Il se doit cependant d'apaiser l'appétit féroce de ces jeunes, qui réclament inlassablement au fond du terrier. Ingurgitant principalement des poissons, le martin-pêcheur rejette les parties cartilagineuses qu'il ne peut digérer, sous forme de petites pelotes. Ces pelotes de réjection blanchâtre ainsi que les déjections trahissent d'ailleurs souvent les lieux de fréquentation de l'oiseau. Une grande partie de son temps est consacrée à l'entretien de son plumage, afin de lui assurer une étanchéité optimale. Cela lui permet en outre de se débarrasser du sable accumulé lors de ses nombreux passages dans le terrier.
Peu abondante en Normandie, la bondrée apivore, souvent confondue avec la buse variable, installe parfois son nid dans de petits bois de saule, proches de zones humides ouvertes. Les deux oiseaux participent à l'élevage de la nichée, bien que ce soit en général la femelle qui fasse l'essentiel du travail. Ce rapace chasse en grande partie au sol, capturant beaucoup d'insectes, d'oisillons ou de grenouilles, comme cette rainette verte que le mâle, reconnaissable à sa tête grise, dépèce délicatement en petits morceaux. Des branchages frais sont constamment amenés pendant toute la durée de l'élevage, augmentant ainsi progressivement la taille de l'aire, qui est en principe réutilisée d'une année sur l'autre. Tout cela implique forcément un ménage quotidien à la force du bec, qui tourne quelquefois à l'obsession. Avant la fin de l'élevage des jeunes, il arrive que les martins-pêcheurs commencent parallèlement une seconde nichée. C'est un moment d'excitation intense, chacun inspectant et creusant tour à tour ce nouveau tunnel qui atteindra environ 1 mètre de profondeur. Et tous ces travaux de forage ne sont d'ailleurs pas sans attirer quelques curieux.
Les secteurs sablonneux conviennent particulièrement à une espèce d'insecte s'établissant dans les cavités du sol. Les guêpes. Rien d'étonnant alors qu'une autre espèce, en partie liée à celle-ci, fréquente ces mêmes lieux. La bondrée apivore, comme son nom l'indique, se nourrit également de ces hyménoptères armés d'un aiguillon redoutable. Mais si elle s'attaque ainsi aux guêpes, c'est qu'elle possède de réelles protections pour parer ses agressions. Son épais plumage, ainsi que des écailles situées à la périphérie des yeux et sur les pattes, jouant efficacement le rôle d'armure. Il arrive toutefois qu'elle se fasse piquer. Mais on pense qu'en fait, elle serait immunisée contre leur venin. Lorsqu'elle dévore ces insectes, elle prend soin toutefois de leur ôter le dard avant de les ingurgiter. Mais ce sont surtout les couvains des nids qui l'attirent, notamment lorsqu'elle nourrit sa progéniture. À l'approche de l'envol, les jeunes deviennent plus virulents et n'hésitent pas à agresser leurs parents quand la faim se fait sentir. D'autant plus lorsque la femelle ne rapporte qu'une simple branche sur l'air. Ils seront bien vite apaisés avec l'arrivée du mâle, qui entreprend curieusement de dépecer sa proie, une grenouille verte, alors que les jeunes de cet âge sont maintenant capables, depuis plusieurs jours, de se nourrir seuls. On suppose qu'après 2 ou 3 ans, les juvéniles atteignent leur maturité sexuelle. Ils reviendront alors de leur quartier d'hiver vers le mois de mai, afin de trouver à leur tour un site de nidification. À partir de la fin de l'été, de nombreux limicoles de passage ou hivernants occupent des plans d'eau spacieux et de faible profondeur. Les oiseaux les plus nombreux à cette époque sont certainement les huîtriers pies, qui se déplacent en grande bande de plusieurs centaines d'individus. Œil et bec rouge vif, pattes roses, plumage soigné, celui-ci est un adulte. Et quand il part fièrement inspecter ses troupes, il est préférable pour les juvéniles de ne pas laisser traîner négligemment un bout de plume. Sinon,
Une extraordinaire diversité d'oiseaux se donne rendez-vous sur ces sites. Certains arborant même encore tout ou partie de leur plumage nuptial, comme cette barge à queue noire. Les barges rousses, originaires de Laponie ou de Sibérie occidentale, hivernent en partie en France. Elles se différencient principalement des barges à queue noire par leur bec plus court et relevé, leur taille inférieure, ainsi que par les motifs plus écailleux des plumes de leur dos. Deux espèces de courlis fréquentent ces mêmes milieux. Les courlis cendrés hivernants sont présents en plus grand nombre que les corlieux, plus petits, et qui préfèrent quant à eux voyager jusqu'en Afrique tropicale. Tous ces oiseaux utilisent essentiellement ces lieux pour se reposer et se toiletter, comme le font ces jeunes chevaliers arlequins, attendant la marée descendante pour aller se nourrir sur les vasières. Dans cette foule, les bécassos variables et cocorlis se côtoient, ces derniers étant encore bien reconnaissables à la couleur rousse de leur poitrine, qui redeviendra bientôt blanchâtre avec le plumage hivernal. Lors de la recherche de nourriture, ces bécassos sondent rapidement le sol de leur bec afin de dénicher essentiellement les arénicoles enfouies dans la vase. Ils doivent cependant être vigilants, car une fois le ver extrait, leurs congénères n'auront aucun scrupule à se lancer à leur poursuite dans le seul but peu sympathique de dérober ce précieux butin. Afin de suivre les déplacements des populations d'oiseaux, les ornithologues ont recours généralement à des programmes de bagages scientifiques variant selon l'espèce étudiée. Mais d'autres méthodes de suivi sont quelquefois employées parallèlement, comme des colorations. Aussi, cette étrange sterne n'est-elle pas une espèce exotique, mais une sterne pierre-garin, qui a subi en quelque sorte un shampoing colorant qui disparaîtra lors de sa prochaine mue.
D'autres oiseaux, également de passage, mais moins fréquents, sont aussi présents en automne, comme la guifette noire ou la sterne naine, qui sont de taille similaire. Quelques bécassos sanderling et minutes se mêlent souvent au groupe de bécassos variables et forment de ce fait des rassemblements très éclectiques. Les sternes kojèques marquent par leur cri strident l'excitation de fin de journée. Certains couples paradant encore comme au printemps, la huppe dressée, les ailes écartées. Les juvéniles accompagnent les parents dans leur migration et quémandent inlassablement afin d'obtenir quelques poissons, leur alimentation exclusive. Et c'est bien connu, la faim décuple l'agressivité. Au début de l'hiver, dans les secteurs où alternent bois et prairies, plusieurs espèces de rapaces nocturnes évoluent la nuit venue. Les hiboux moyen-ducs, présents parfois en grand nombre à cette époque, sont sédentaires dans nos contrées. Cependant, des oiseaux venus d'Europe du Nord s'aventurent chaque année plus au sud et rejoignent ceux-ci, notamment lors des hivers rigoureux. Ils peuvent alors former des dortoirs de plusieurs dizaines d'individus. Au milieu de la nuit, il arrive que certains s'adonnent à une sieste solitaire assez curieuse.
Rassasiés de quelques micro-mammifères, ils choisissent en effet généralement le couvert d'un arbuste pour digérer en paix leur repas et semblent alors entrer dans une étonnante léthargie, durant parfois de longues heures. La chouette effraie, plus commune, fréquente ces mêmes secteurs, bien que son habitat de prédilection soit essentiellement les zones de présence humaine, où elle peut encore trouver des lieux tranquilles pour se cacher et se reproduire. Il lui arrive néanmoins de nicher parfois dans un trou d'arbre, à l'instar de la chouette chevêche. Mais l'espèce la plus représentative et la plus rare de ces milieux est certainement le hibou des marais, menacé notamment par la disparition progressive de son biotope. D'ordinaire solitaire, les individus se regroupent souvent en dortoir à la saison froide. Mais à la différence de ceux du hibou moyen-duc, ils sont situés au sol, sous les herbes ou les buissons. Les hiboux des marais ne sont pas considérés comme de vrais migrateurs. Cependant, des oiseaux d'Europe septentrionale viennent passer l'hiver en France, certains réussissant même à gagner l'Afrique de l'Ouest. Il faudra attendre l'arrivée prochaine du printemps pour que recommence un nouveau cycle de vie de la baie, afin que cette faune se perpétue dans toute la richesse de sa diversité, comme elle le fait ici depuis des milliers d'années.